Bonjour à tous, bienvenue sur le stand du Labo 24 et merci d'être avec nous. Il était de passage à Lausanne et il est toujours de passage il a présenté son spectacle Champion qui aura lieu du 20 au 21 novembre prochain à la Riponne à Lausanne. Stéphane Lambiel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Labo 24. Ma première question, elle est toute simple. Donc, vous avez commencé le patinage artistique très jeune, il me semble que c'était à l'âge de 7 ans. C'est exact? C'est juste, à 7 ans, oui. Oui, et ça s'est passé un peu dans quelles circonstances? Est-ce que vous aviez même pratiqué un sport avant? J'avais pas pratiqué de sport avant, je l'avais par contre vécu dans mon garage parce que je pense déjà encore plus jeune, je regardais le patinage à la télé, ça m'inspirait beaucoup. J'avais ma grande sœur qui en faisait aussi et du coup j'assistais à ses entraînements parce que ma maman ne me laissait pas seule à la maison donc j'accompagnais ma maman dans les gradins, je voyais ma sœur s'entraîner, je voyais tous les gens en fait pratiquer le patinage artistique. Et en rentrant à la maison, je passais des cassettes vidéo en boucle dans le salon, puis j'essayais d'imiter tous ces patineurs et j'étais très inspiré. En fait, ce que j'aimais dans le patinage, c'était simplement que en dehors du fait que c'est très technique et très athlétique, il y avait aussi tout le côté émotionnel avec beaucoup de créativité, le mélange entre la musique, la chorégraphie, les costumes. Voilà, ça m'inspirait beaucoup et du coup, à 7 ans, j'ai osé demander à ma maman de commencer le patinage. Puis au début, elle avait un peu peur parce qu'elle voyait que c'était plutôt un sport pour les filles, surtout en Valais. Elle osait même pas en parler à mon papa. Puis je pense qu'un jour, elle a pris son courage à deux mains. Puis elle a demandé à mon papa, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si Stéphane il commence le patin? Puis lui, il a dit, bah si c'est ce qu'il veut faire, il faut qu'il se lance. Donc voilà, depuis, je ne vis pas un jour sans le patinage. D'ailleurs, j'ai pris mes patins avec moi. Dommage qu'il n'y ait pas un morceau de glace. Mais voilà. Et puis, est-ce que vous étiez dans une famille de sportifs, principalement sur glace, de patineurs, de hockeyeurs? Mais à part ma Skieurs. sœur, donc personne n'a pratiqué de patinage artistique avant moi, avant nous, ma sœur et moi. Et ma maman n'a pas vraiment pratiqué de sport. Elle est portugaise d'origine et puis elle vient d'un petit bled où il n'y a vraiment pas de glace. Et je pense qu'avant qu'elle arrive en Suisse, elle n'avait jamais même entendu parler de patinage artistique. Mon papa, par contre, a fait de la lutte et il avait un très bon niveau jusqu'à ce qu'il ait un problème et qu'il a dû arrêter. Mais voilà, je veux dire, le patinage artistique, c'était pas dans les gènes lambiel à l'origine, non. Et est-ce que vous aviez un patineur ou une patineuse favori à votre jeune âge? Enfin, vous êtes toujours jeune, J'avais, mais... ouais, mais en fait, j'avais plein de patineurs que j'admirais. J'aimais. Alors c'est clair que l'école russe m'impressionnait beaucoup parce que ils avaient cette élégance, ils avaient une technique irréprochable et puis ils avaient juste ce charisme qu'on peut encore aujourd'hui admirer, que ce soit aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde. Mais à part ça, j'admirais vraiment tous les patineurs et j'étais inspiré par tout le monde, même ouais, le 24e des championnats du monde m'inspirait et puis je trouvais ça formidable que chacun ait une personnalité, puisse s'exprimer, puisse montrer un programme complètement différent avec un thème différent. C'était pour moi très très inspirant. Et est-ce que vous aviez une mascotte, une couleur, une tenue porte-bonheur ou bien des gestes spéciaux avant une compétition? Est-ce que vous aviez des superstitions? J'avais quelques superstitions, je pense que c'était plutôt une forme de routine qui me donnait confiance, qui me permettait aussi de me concentrer. C'était souvent sous une forme d'échauffement. Donc j'avais par exemple des exercices bien spécifiques qui me permettaient d'être bien chaud en arrivant sur la glace. Parce qu'on a généralement, avant notre performance, on n'a que 6 minutes pour se préparer. Puis après ces 6 minutes-là, c'est à ton tour. Donc pendant 6 minutes, tu dois avoir fait toute ta gamme de sauts, tu dois être prêt physiquement, mentalement. Donc c'est bien généralement qu'avant ces 6 minutes sur glace, tu puisses déjà un petit peu visualiser, faire ton échauffement, échauffer les articulations. Et tout ça a été fait en dehors de la glace sous forme de routine qu'on peut appeler superstition. Après, des petits gris-gris, j'en avais pas forcément. J'avais par exemple le sac que j'aimais bien parce que c'était le plus pratique, ou bien j'aimais bien partir en compétition avec ce sac-là et puis une petite sacoche, une housse pour pouvoir mettre mon costume dedans. Il y avait des costumes que je préférais plutôt que d'autres. Voilà. Mais c'est plus des préférences que des superstitions. Et ça a peu été quoi les sacrifices les plus difficiles que vous avez dû faire pour arriver un peu au sommet de la hiérarchie du patinage artistique? J'appellerais
pas ça des sacrifices, mais je pense que c'est simplement le fait de se motiver quand tu as des grosses périodes sans. Il y a des grosses périodes de doute où tu as peut-être 10, 12 ans et puis tu te demandes mais pourquoi je dois travailler autant, pourquoi je dois faire autant pour mon sport sans vraiment savoir quel va être le résultat. Donc il y a des gros moments de doute et là c'est difficile de te motiver. Et c'est pour ça que ma famille, mes parents, même mes collègues à l'école m'ont beaucoup soutenu. Ça veut dire que une fois que je loupais une semaine d'école à cause d'une compétition à l'étranger, je revenais à l'école et puis je passais un petit peu de temps avec mes collègues pour récupérer les cours, que ça soit à la maison. J'ai toujours eu des super plats de ma maman. Elle a toujours cuisiné pour nous, même qu'elle devait beaucoup voyager et tout ça. Donc le fait que tu aies un environnement, je pense, sain, te donne aussi les possibilités d'avancer puis d'apprendre à te battre et pas à baisser les bras. Et vous avez obtenu donc 2 médailles d'or aux championnats du monde en 2005 et en 2006 et également une médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Turin en 2006. C'est juste. Et laquelle préférez-vous et pourquoi? Ah, c'est difficile à dire. Je dirais que le premier titre de champion du monde, c'est un titre qui a marqué ma vie parce que c'était un moment inattendu. J'avais beaucoup travaillé pour ça et puis on y croit. On y croit bien sûr, on y rêve depuis tout jeune, mais quand ça arrive, on a vraiment l'impression que c'est un rêve, que c'est pas possible que ça soit réel. Et puis du coup, quand je revenais de Moscou, j'étais en train de survoler tous ces pays. Je me disais, mais je suis champion du monde de tous ces pays-là. Dans chaque pays, je peux dire, je suis meilleur que tous les habitants de ce pays et de tout ce pays-là aussi et de tous les pays en fait. Donc c'était juste cette impression-là. En plus, j'avais 19 ans. Voilà, le succès, il me tombait sur la tête comme ça du jour au lendemain. Donc c'était juste un gros épisode de ma vie. Et en 2008, vous avez parlé de vous retirer de la compétition. Est-ce que c'était par lassitude, déception, ou gardiez-vous au fond quand même l'idée de ne pas abandonner le patinage? Est-ce que vous saviez déjà? J'avais des idées très précises et pour moi, c'était assez clair que je voulais faire de la compétition jusqu'en 2010, jusqu'aux Jeux Olympiques de Vancouver. En 2008, j'ai eu un problème avec un adducteur lors des championnats du monde à Göteborg et j'ai mis plus de 5 mois pour essayer de trouver une solution, puis j'arrivais jamais à m'entraîner sans douleur. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de finalement continuer le patinage avec des douleurs, ou bien est-ce que ça serait peut-être mieux que j'écoute mon corps et puis que je passe à autre chose? Je suis encore jeune, j'ai la possibilité de faire des études. Et du coup, j'ai pris 3 mois off. Et après ces 3 mois-là, j'ai rencontré une physio au Canada qui a commencé à m'aider. Et puis, le premier but en fait avec cette physio, c'était de me remettre en état, que je puisse faire des sports et que je puisse pratiquer n'importe quel sport qui me plaise. Donc on a fait tout un travail sur mon corps pour pouvoir rectifier un petit peu le bassin, parce que j'avais un déséquilibre au niveau du bassin. À force de tourner toujours dans le même sens, j'avais une jambe qui est devenue très très forte, puis l'autre qui était complètement faible, et puis ça avait vissé le bassin, puis j'avais tous ces problèmes de muscles dans mon adducteur gauche. Et après 6 mois de traitement avec cette physio, je commençais gentiment à aller mieux. Et puis du coup, j'ai commencé à me dire, peut-être que je peux finalement réaliser mon dernier projet, qui est les Jeux Olympiques à Vancouver, comme je l'avais toujours rêvé. Et voilà, je me suis lancé dans une dernière campagne olympique qui a finalement bien fonctionné parce que mon but principal, c'était de revenir en bonne santé. Puis au final, j'ai fini 4e aux Jeux Olympiques de Vancouver. C'est moins bien qu'aux Jeux Olympiques de Turin, mais c'est quand même une super performance. Et puis je garde le souvenir de toutes ces semaines où je suis revenu en forme, où j'ai travaillé pour pouvoir arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. Ouais. Et en patinage, la moindre erreur ou la moindre chute, elle est sanctionnée directement par des points en moins. Donc il faut vraiment être très concentré pendant toute la durée de l'épreuve, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y avait une préparation particulière pour travailler le mental et la concentration en particulier? J'aimerais dire que c'est presque instinctif, ouais, inné. Je pense qu'il y a des caractères qui s'apprêtent à la compétition, et il y en a d'autres où voilà, c'est un peu plus difficile à gérer la pression. Après, il faut simplement arriver sur glace ou dans n'importe quel sport, tu dois arriver, puis tu n'as pas le temps, ou tu ne peux pas douter. Le moindre moment où tu doutes,
c'est déjà fini en fait. Et ça, c'est assez important, je pense, dans la carrière d'un sportif, c'est que quand c'est ton moment, tu dois juste foncer, quoi. Et pas trop te poser de questions parce que finalement, tu as travaillé tellement dur et tu as mis en place déjà tout ce qu'il fallait mettre en place pour arriver. Donc au moment où tu as ta chance, il faut juste la prendre et pas commencer à réfléchir et comment je devrais faire là et comment je devrais faire ci. Il faut juste y aller. Et au niveau du régime alimentaire, il y avait quelque chose de spécifique? Bah, les bons produits frais du Valais et les bons petits plats de ma maman, je pense que je pense, la bonne chose à manger. Après, c'est clair que pour un patineur, tu peux pas manger trop parce qu'il faut rester quand même en forme et puis ne pas prendre trop de poids. Donc, c'était plutôt éviter de manger des grosses portions. Mais par contre, j'ai toujours mangé tout ce que j'avais envie et surtout des produits très frais. Et est-ce que l'essentiel de votre préparation, elle se faisait plutôt sur la glace, en salle de musculation, en salle, tout court? Jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis plutôt entraîné sur glace. Et à partir de 16 ans, j'ai commencé à prendre des cours de danse, à faire de la condition physique. Et c'est devenu vraiment, vraiment professionnel à partir de 18 ans, où là, j'avais une préparatrice physique qui s'occupait de moi 3-4 fois par semaine, à côté de mes entraînements quotidiens sur glace. Ouais. Et vous aviez dit au début de l'interview que les costumes, c'était quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. C'est choisi un peu comment? C'est vous qui les choisissez ou il y a des règles? C'est généralement... Je suis très têtu, donc avec mon entraîneur, il a 70 ans aujourd'hui, et lui, il a aussi des idées bien précises, mais nos idées, des fois, ne correspondaient pas vraiment. Et du coup, je devais toujours un peu me battre pour le choix des musiques et pour le choix des costumes. J'avais envie de telle pièce, j'avais envie de tel costume, puis il n'était pas du tout du même avis que moi, donc il fallait que je me batte, il fallait que je sois convaincant. Mais finalement, ça montrait que voilà, que je savais ce que je voulais, et puis au final, bah, il bastait parce que voilà, il savait que au final, c'est moi qui suis sur la glace, c'est moi qui vais porter le costume, c'est moi qui vais patiner avec telle musique, donc mieux vaut que je me sente bien. Et le patinage artistique a des règles qui sont assez sombres pour les gens qui n'ont pas des très bonnes connaissances. Le système de notation aussi, on ne sait pas vraiment comment les juges y s'y prennent. Est-ce qu'on peut encore appeler le patinage artistique un sport, ou bien c'est plutôt devenu de l'art vu que c'est la notation? Bah aujourd'hui, je dirais plutôt des calculs parce que c'est devenu tellement compliqué avec le nouveau système des maths. C'est complètement des maths, c'est ni un art ni un sport, c'est de l'algèbre. Non, mais ça devient assez complexe. Ils ont voulu en fait rendre le système beaucoup plus quantifiable, c'est-à-dire que chaque élément que tu fais dans ton programme a une note de base, et après ils additionnent en fait tous les éléments que tu as fait dans ton programme. Alors qu'à l'époque, on avait un système qui était plutôt sous forme d'appréciation technique et artistique, donc c'était peut-être un peu moins objectif. Mais par contre, ça donnait un peu plus une note générale de la performance. Aujourd'hui, tout est trop précis et du coup, tout le monde fait exactement la même chose pour avoir un maximum de points. Donc, c'est assez complexe. Il faudrait qu'on passe tout le week-end pour comprendre le système de jugement du patinage artistique. Et une question toute bête maintenant, est-ce que le patinage artistique a-t-il le problème du dopage? À ma connaissance, non. Et je connais tellement peu le milieu que je ne saurais même pas vous dire qu'est-ce qui pourrait aider un patineur à améliorer sa performance. Donc voilà, je ne peux pas trop vous dire. J'espère que j'ai raison et que ça n'existe pas du tout. Mais je ne peux pas parler pour les autres. Le patinage a l'air d'être un sport assez coûteux parce qu'il y a des entraîneurs, des chorégraphes, des préparateurs physiques, des managers. Ça se passe un peu comment sur le plan financier? Alors ça, il faut demander à mon papa qui a financé toutes ces années ma carrière de patineur. C'est clair que ça coûte très cher parce que déjà la glace est chère. Il faut savoir que maintenir une glace dans une patinoire, c'est très coûteux. Donc, si tu as la possibilité de faire partie d'un club qui a des heures de glace à disposition, bah, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir que si tu fais partie d'un club, tu vas partager la glace avec tous les autres membres du club. Donc, si tu veux faire du patinage professionnel, bah, tu n'auras peut-être pas les meilleures conditions quand tu dois les partager avec 50 membres du club. Puis une fois que tu veux de la glace privée, bah, ça devient très 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 vite très très cher.
Donc ça, c'est la glace. Après, il faut un entraîneur, il faut des costumes, il faut le matériel, des patins qui coûtent aussi cher, les déplacements aux compétitions. Et puis, il faut savoir qu'en Suisse, malheureusement, on bénéficie de très peu de soutien, que ce soit de la fédération ou de l'État. Donc voilà, c'est un petit peu les parents qui doivent faire des sacrifices. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a tout sacrifié au niveau financier pour pouvoir me payer ma passion. Et puis ma maman qui a fait tous les trajets pour que je puisse m'entraîner avec mon entraîneur à Genève alors qu'on vivait à Saxon en Valais. Donc ça faisait beaucoup de kilomètres pour elle. Mais ouais, c'est comme tu disais avant, les sacrifices. Je pense que les sacrifices, c'est plutôt les parents qui les font. Et quelques mots sur la formation de la relève en Suisse du patinage artistique. La relève, donc j'ai ouvert depuis maintenant 1 an une école de patinage à Champéry pour justement soutenir la relève suisse. On a beaucoup d'enfants qui sont très motivés, qui travaillent très bien. On a quelques-uns qui ont même du talent. Donc j'ose espérer que dans quelques années, ça prend du temps hein, pour avoir une génération qui monte. Mais là, ça prend. Et chez les 10-12 ans, je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel et que dans 6-8 ans, on aura une grosse génération avec des gens solides pour les compétitions internationales. Il faut leur laisser le temps de se développer et puis ne pas oublier de les soutenir. Donc je me bats encore aujourd'hui pour que ma fédération, qui ne m'a pas soutenu pendant mes années à très haut niveau, j'essaye de les secouer un petit peu et puis de leur dire mais soutenez la jeunesse, soutenez la relève et puis on essaye de faire avancer les choses. Maintenant, je pense qu'avec mon école, j'essaye de mettre tout sous le même toit, que ça soit de la condition physique, parce que étant donné que j'ai dû faire beaucoup de voyages entre Saxon et Genève, et puis Lausanne avec ma préparatrice physique, ça faisait beaucoup de trajets. Ce qu'on a essayé de faire à Champéry, c'est de mettre tout le monde sous le même toit, que ça soit sur la glace, la condition physique, et maintenant une collaboration avec le conservatoire de danse pour avoir la danse, la condition physique et les cours de patinage avec des intervenants diplômés sous le même toit. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes patineurs qui veulent faire un peu votre carrière? Enfin, essayer en tout cas. De ne pas se décourager. Il y a des jours, comme je l'ai dit, il y a des jours difficiles, il y a des jours où tu doutes, où tu te dis mais est-ce que ça vaut la peine finalement de faire tous ces efforts, de travailler 7 jours sur 7 pour un sport où au final on a très peu de reconnaissance, pas vraiment de soutien et puis des grosses dépenses pour la famille. C'est un sport qui est difficile à gérer quand même, mais au final tu as quand même des portes qui s'ouvrent. Le patinage, c'est un des sports, je pense, les plus complets pour un jeune, que ça soit au niveau athlétique, que ça soit au niveau de l'expression, que ça soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau de l'ouverture d'esprit, aussi de collaboration avec finalement les autres patineurs, parce que quand tu es sur la glace, tu dois gérer tous les patineurs qui sont autour de toi. Donc il y a aussi cet esprit d'équipe, même que c'est un sport individuel. Et puis après, si tu réussis, alors ça peut être si tu deviens champion du monde, mais ça peut être aussi à un moindre niveau, c'est-à-dire réussir à percer au niveau national, ça t'ouvre les portes vers des spectacles comme Holiday on Ice ou Disney on Ice si tu as envie de faire des spectacles. Ça peut aussi ouvrir des portes vers la chorégraphie, si tu aimes de faire de la chorégraphie. Autrement, tu peux faire du coaching, tu peux faire après du management du sport, de la préparation physique. Donc, tout est lié vers pas mal de portes qui peuvent s'ouvrir par la suite. Donc, je pense que c'est un bon apprentissage de vie. Et donc vous avez arrêté la compétition en 2010. Mis à part l'école de patinage artistique à Champéry, vous faites un peu quoi de vos journées? Alors, mes journées sont très pleines. J'ai pas mal de projets. Donc, en dehors de mon école de patinage, je me produis toujours autant en spectacle de patinage. Notamment le spectacle champion 20-21 novembre. Exactement, prochain. donc le 20 et 21 novembre sur la place de la Riponne, nous aurons un grand spectacle de projection, de mise en scène sur une scène et sur glace pour fêter les 100 ans du siège du CIO ici à Lausanne. Et ça sera un spectacle assez incroyable parce que c'est d'abord en plein air. La forme de la patinoire sera complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir et tout est mis en œuvre pour que les gens puissent voir le patinage sous une autre forme. On va raconter un petit peu l'histoire d'un athlète
à travers sa carrière depuis son plus jeune âge jusqu'au grand succès, en passant par les moments de doute, comme on parlait avant, et puis comment se relever finalement de ces moments où ça se passe un petit peu moins bien, se relever et reprendre des forces pour gagner. Donc ça va être un très beau spectacle. J'organise également un autre spectacle qui s'appelle Ice Legends, qui prendra place plus tard dans la saison 2015-2016. Ça sera à Genève. C'est aussi, j'ai réalisé mon premier spectacle en fait l'hiver passé. C'était une grande réussite, ça m'a beaucoup inspiré et du coup je suis en train de mettre en place aussi ce projet. Ça prend beaucoup de temps en dehors du coaching, de voyager, de réaliser tous ces projets, mais ça me passionne et j'aime toujours autant le patinage. Justement, vous venez de dire que vous aimez voyager. Vous faites quoi pendant vos longs trajets en avion? J'ai vu que vous partez souvent au Japon. Vous lisez. Vous avez un livre préféré, un film préféré? Alors en ce moment, je suis en train de lire une biographie de la vie de Nijinsky, qui était un danseur au début du XXe siècle. C'est super intéressant de voir comment il s'était entouré en fait de gens pour devenir un danseur célèbre. Et je peux vraiment m'identifier à... Je veux dire, je ne veux pas me comparer à Nijinsky, mais m'identifier et voir qu'à travers les voyages, il s'est beaucoup inspiré de différentes cultures. Et c'est vrai que quand j'ai la chance de voyager, j'essaye vraiment de puiser dans toutes les cultures que je visite. J'adore le Japon, c'est pour moi un pays extraordinaire, avec une sagesse, avec... ouais, tout est tellement subtil, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans la manière de penser, que ça soit le pays du soleil levant en plus. Non, mais c'est des gens formidables qui aiment leur travail, qui travaillent d'arrache-pied pour arriver au sommet. Donc voilà, on peut s'inspirer aussi des Japonais. Et j'espère que je vais pouvoir voyager encore avec le patinage. Est-ce qu'il y a d'autres sports que vous appréciez particulièrement ou que vous pratiquez un petit peu, peut-être? J'adore le ski. Je n'ai pas beaucoup de temps pour en pratiquer, mais j'essaye une fois par année d'aller sur les pistes avec des amis ou ma famille. Puis partager une bonne fondue entre amis, ça fait toujours du bien. Sinon, généralement, quand je pars en vacances, j'aime bien me mettre sur une chaise longue au bord de la mer et puis nager un peu. Mais voilà, je suis plus pour me détendre sur la plage. Soit les montagnes, soit la plage, ça me convient bien. Et sinon, j'adore la danse, en fait. Dans une prochaine vie, j'espère devenir un danseur. Les jeunes du labo savent que j'aime bien poser cette question. On l'a dû se poser dans un sujet vidéo au début du Labo 24. Est-ce que vous auriez 3 mots pour définir la jeunesse? La jeunesse, je pense 3 mots. Alors, dynamisme. Dynamisme, fraîcheur et ouverture. Et une petite question piège encore pour conclure. Vous habitez donc Lausanne, mais vous êtes valaisan d'origine, donc de Martigny. C'est juste. Par exemple, dans un match de hockey sur glace, vous soutiendrez le LHC ou Red Ice Martigny? Oh là 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 là. Ou les deux? Que le meilleur gagne. Ah bah oui. Bah voilà, non, franchement, c'est difficile. Je veux dire, je me sens avant tout suisse, exactement, suisse. Et puis du coup, je veux dire, mais exactement, hop Suisse, hop Suisse. Et puis bon, je suis quand même 50% portugais, donc hop Portugal aussi. Exactement. Oui. Vous êtes où? Vous êtes à quel stand? Mais je vais venir vers vous après, promis. Pas de problème, pas de problème. Voilà, donc moi j'ai fait le tour. Est-ce que le public, vous avez des questions? Vous avez des questions? Oui. Bonjour. Je suis très contente de te voir. D'habitude, on voit à la télé, puis tout ce voyage que tu fais. En fait, à propos de tout ce que tu as fait, comment tu arrives à récupérer l'énergie quand tu voyages, par exemple, à New York, 6 heures de décollage, ou bien Los Angeles, ou bien à Russie? Comment tu arrives à
récupérer les décollages de l'horaire et puis comment tu manges, parce que certains pays, il n'y a pas la même nourriture que ta maman elle faisait à la maison. C'est vrai. Bon, au niveau de la nourriture, généralement, les fruits et les légumes et de la bonne viande, on arrive toujours à trouver. Après, il faut aussi avoir un petit peu d'ouverture d'esprit et puis oser goûter les plats locaux. Mais ça ne me fait pas peur. Et puis je suis justement ouvert à découvrir et à goûter aux produits locaux et aux produits frais. En ce qui concerne les décalages horaires, c'est des fois assez compliqué, c'est vrai, parce que j'ai été cet été 4 fois au Japon. Japon, Suisse, Japon, Suisse, Japon, Suisse. Au bout d'un moment, tu sais plus si tu es au Japon, si tu es en Suisse ou bien si tu es ailleurs. Mais je profite d'être dans l'avion pour me reposer. Et parce qu'on n'est pas connecté à Internet en étant dans l'avion, il n'y a personne qui peut t'appeler. Donc tu es vraiment tranquille, seul avec toi-même. C'est des moments assez privilégiés parce que normalement, on est tout le temps connecté quand tu es sur le sol, il y a tout le temps quelque chose qui peut se passer. Tu peux tout le temps être connecté au monde entier. Puis là, finalement, il y a déjà des avions avec la connexion Wi-Fi, mais finalement, c'est le bonheur quand il n'y en a pas, parce que tu es coupé du monde et puis tu es seul avec toi-même. Tu peux prendre du temps pour lire, pour te reposer, pour regarder un film. Et puis ça, c'est génial. Alors j'en profite pour me reposer. Et puis une fois que j'arrive à la maison, ça fait du bien de retrouver son lit et puis de passer plein d'heures. J'ai la chance, c'est de pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand. Alors j'espère que ça change pas, je touche du bois. Quelqu'un d'autre a une question? Le micro, ouais. Peut-être c'est mieux. Comme ça. Non, ma fille, elle devait le prendre. C'est les problèmes techniques. Ma fille, elle devait le prendre. Elle me téléphone qu'il y a nouveau un accident à la rue des Chalons avec le LEB. D'accord. Alors, ils sont coincés. D'accord, merci pour l'information. C'est les problèmes Bonjour. lausannois, ça. Merci, madame. Bonjour. Bonjour. Et merci. J'avoue, je suis ici par hasard, mais j'ai beaucoup de plaisir de te rencontrer. J'avais une Merci. question, c'est de savoir qu'est-ce que tu penses faire une fois que tu auras fini cette carrière. Parce que personnellement, j'ai fait de la danse. La carrière se finit vite. La carrière, Alors, c'est oui. quoi que tu as dans ta tête? Si tu veux en parler, parce que ça peut être aussi quelque chose de très personnel. Mhm. Et après, il y a les journaux qui déforment tout. Il faut faire très attention. Non, mais il faut le dire honnêtement. Alors, je suis en train de mettre en place la suite de ma Voilà. carrière. Et c'est vrai que j'ai encore la chance d'être en activité, de pouvoir me produire dans beaucoup de spectacles. Mais à côté de ça, j'ai une école de patinage et j'ai commencé à enseigner. Et je prends énormément de plaisir également dans l'enseignement. C'est une passion. Je me suis rendu compte. Au début, je ne pensais pas que j'allais aimer ça. Puis au final, je me rends compte que c'est tellement intéressant d'enseigner à tous ces gens, à tous ces enfants, d'essayer de comprendre leur personnalité, parce qu'à chaque enfant, tu vas devoir donner un message différent et essayer de lui transmettre quelque chose d'une autre manière, parce qu'il est réceptif d'une autre manière aussi. Donc peut-être quelqu'un aura besoin de voir le mouvement, d'autres auront besoin de le sentir, d'autres auront besoin d'écouter un message. Donc voilà, c'est vraiment différent. Et puis après, le caractère, c'est tellement excitant finalement de se lancer un défi et de se dire ok, avec tel enfant je pense pouvoir arriver jusque là et je vais lui donner toutes les clés pour qu'il arrive le plus loin possible. Puis après ça peut être frustrant aussi parce que des fois ça marche pas comme tu veux. Donc il y a tout ça qui me passionne dans l'enseignement et j'espère que je vais pouvoir continuer également dans cette voie là pour la suite de ma carrière. Et une dernière question, et ta sœur, Oui. qui avait commencé avant toi. Alors ma sœur, quand elle a eu 14 ans, elle a décidé d'arrêter le patinage pour se consacrer uniquement à ses études. Elle a fait des études de médecine et aujourd'hui elle est médecin ORL. Et puis voilà, elle regrette pas du tout d'avoir arrêté le patinage. Je pense qu'elle a arrêté un petit peu au moment où je l'ai un petit peu dépassé. Et puis ça l'embêtait de voir le petit frère qui arrivait mieux qu'elle. Et puis voilà, mais finalement, chacun son domaine. Et puis moi, j'ai pas fait d'études de médecine. Merci à vous. J'aurais une question aussi. Vous Oui. avez dit tout à l'heure que dans une prochaine vie, vous seriez danseur, par exemple. Oui. Ça m'intrigue un petit peu. Est-ce que vous considérez que la danse est
entre guillemets mieux que le patinage ou plus difficile, plus exigeante? Comment est-ce que vous comparez ces deux disciplines? Pas forcément mieux et pas forcément plus complexe. Je pense que les deux disciplines sont très 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 difficiles. Je connais bien le patinage, j'ai pratiqué un peu la danse, donc je sais à quel point c'est difficile d'être un bon danseur. Un bon danseur, après il faut savoir ce que ça veut dire un bon danseur, mais d'arriver au point où tu as un succès, c'est pas facile. Il y a une grosse compétition et très peu de reconnaissance. Mais c'est plus la philosophie derrière la danse que j'aime beaucoup. Et le fait de se donner complètement à une passion, de se donner complètement à la vie de danseur me passionne. Et puis j'espère pouvoir le faire dans une prochaine vie parce que c'est juste magnifique la manière qu'ils ont de... Alors c'est un petit peu extrême, hein, mais c'est juste fantastique. Ils sont dans leur bulle et puis c'est inspirant de voir un danseur sur scène et de voir comment il évolue, c'est juste magnifique. Est-ce que quelqu'un aurait encore une question? Faut profiter, c'est le moment. Bon, alors, merci beaucoup Stéphane Lambiel. Merci à toi. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un pour mon prochain travail de maturité sur la reconversion des sportifs, donc ça tombait à pic. Voilà, donc merci de nous avoir suivis sur le Labo 24 et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ici même au Comptoir Suisse. Ciao. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Super.